Depuis le 19e siècle, le mouvement féminisme transforme la façon dont nous élevons nos enfants. Et aujourd'hui, cela influence ton quotidien de parent d'une manière que tu ne soupçonnes même pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment le mouvement féministe a évolué et influence maintenant l'éducation parentale. Tu vas découvrir 3 changements principaux qu'il propose et ce qu'il demande concrètement aux parents, et surtout, je vais te montrer les effets réels que cela produit dans des familles aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, je te donnerai des clés pour naviguer intelligemment dans cette évolution, quelque chose qui peut vraiment t'aider toi à faire tes propres choix éducatifs. Mais avant d'aller plus loin, il y a un phénomène incroyable qui se passe ici dans YouTube et qui m'intrigue beaucoup. 86% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées. Peut-être que toi, tu en fais partie. Alors, si l'éducation des enfants t'intéresse et comment révéler leur génie de telle sorte qu'ils puissent développer leur plein potentiel t'intéresse, prends 2 secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner. Cela est complètement gratuit et cela permet de soutenir la chaîne. Déjà, merci énormément de t'être abonné et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Dans cette première partie, nous allons déjà voir comment est-ce que tout a commencé. D'abord, regardons ensemble d'où ça vient. Le terme féminisme apparaît en 1872 sous la plume d'Alexandre Dumas fils, selon l'Encyclopédie Universalis. Et voici un fait amusant. Au début, ce terme décrivait un défaut de virilité chez les hommes dans le terme médical. Mais pourquoi ce mouvement s'est-il vraiment créé? Il naît de plusieurs contacts historiques bien concrets. Premier constat, l'exclusion systématique totale. Les femmes étaient exclues de tout. Politiquement, pas le droit de vote, malgré l'avènement des démocraties. Économiquement, dépendance financière totale et interdiction de nombreux métiers. Éducativement, accès très limité à l'instruction, surtout supérieure. Et juridiquement, elle avait le statut de mineure permanente sous tutelle masculine. Deuxième constat, la contradiction démocratique. Et voici le point clé. Selon l'Encyclopédie Universalis, l'apparition du mot féminisme coïncide avec l'avènement de la Troisième République. Quand on proclame que tous les citoyens sont égaux, comment justifier que la moitié de la population n'a aucun droit? Cette contradiction était flagrante. Troisième événement, l'inspiration des autres luttes. Le mouvement s'inspire aussi des autres combats pour la liberté. Selon Wikipédia, le mouvement abolitionniste contre l'esclavage et le mouvement pour les droits des femmes sont étroitement liés. La lutte pour la liberté se nourrissent mutuellement. Donc, le but principal du féminisme, obtenir l'égalité des droits entre hommes et femmes, et ceci dans tous les domaines de la société. C'est de là que naissent toutes les évolutions que nous observons aujourd'hui dans le domaine de l'éducation. La deuxième partie, ce que le féminisme observe dans l'éducation actuelle. Mais dans cette lutte pour l'égalité des droits des hommes et des femmes, dans tous les domaines dans la société, l'éducation est un pilier fondamental. Aujourd'hui, le mouvement féminisme identifie 3 mécanismes majeurs dans l'éducation parentale qui influencent le développement des enfants de manière différenciée selon leur sexe. Première observation, les attentes comportementales différenciées. Le premier constat porte sur les messages que nous envoyons quotidiennement à nos enfants. Aux filles, nous disons naturellement « tiens-toi droite, ne crie pas, ce n'est pas beau », sois gentil avec tout le monde, tandis qu'aux garçons, nous expliquons que les garçons, ça bouge, il faut qu'ils se défendent, c'est normal qu'ils soient agressifs. Cette différenciation pose un problème développemental important, selon Catherine Guggen, experte en neurosciences affectives. Ces recherches montrent que ces attentes différentes créent ce qu'on appelle des modèles internes différenciés chez l'enfant. Concrètement, l'enfant intériorise une question fondamentale. Suis-je digne d'amour si je ne réponds pas à ce qu'on attend de mon sexe? Cette interrogation inconsciente influence ensuite toute sa construction identitaire. Un exemple révélateur, même dans les familles qui se considèrent progressistes, on entend encore parler de gestion d'énergie de garçons, ce qui montre qu'on catégorise encore automatiquement par genre plutôt que par tempérament individuel. Deuxième observation, l'orientation automatique des activités. Le second mécanisme observé
concerne la façon dont nous orientons nos enfants concernant certaines activités. Les garçons sont plus naturellement dirigés vers la construction, les voitures, le sport et les jeux de combat, tandis que les filles sont encouragées vers les poupées, la cuisine et les arts créatifs. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par des parents qui disent automatiquement non à un garçon qui veut une poupée. Et par contre, l'inscription systématique des filles à la danse, les garçons au football ou encore par le choix des cadeaux d'anniversaire, selon le sexe de l'enfant plutôt que selon ses intérêts. Les spécialistes du développement soulignent que cette approche va contre le principe fondamental de respecter le tempérament unique de chaque enfant. Un enfant introverti qui aime naturellement les livres ne devrait pas être orienté vers du sport, du football, juste parce qu'il est un garçon. Troisième observation, l'éducation émotionnelle différenciée. L'observation la plus préoccupante concerne la façon dont nous accompagnons les émotions de nos enfants en fonction de leur sexe. Aux garçons, nous transmettons des messages comme « Arrête de pleurer comme une fille. Un homme, ça ne pleure pas. Sois fort, ne montre pas ta faiblesse. » Nous leur proposons des modèles de héros stoïques et d'hommes impassibles comme référence. Aux filles, nous essayons des messages contradictoires. Tu es trop sensible, tout en expliquant que c'est normal, tu es une fille. Cette approche crée une double contrainte où l'enfant doit être émotionnel, mais pas trop, sensible, mais pas capricieuse. Le docteur Daniel Siegel, expert en neurosciences et auteur du livre The Whole Brain Child, démontre que les enfants ont tout exactement le même besoin en vocabulaire émotionnel pour pouvoir développer leur intelligence émotionnelle. Cette différenciation genrée limitant leur développement de manière artificielle. Les conséquences sont concrètes. Les garçons grandissent privés des mots pour exprimer la tristesse, la peur ou la tendresse, tandis que les filles manquent du vocabulaire pour exprimer la colère légitime, la détermination ou la sévérité. Quatrième observation, la reproduction des rôles traditionnels. Enfin, le mouvement féministe observe comment nous reproduisons inconsciemment les rôles traditionnels dès la petite enfance. Cette reproduction se manifeste dans la division des tâches domestiques où nous disons naturellement aux enfants « va aider maman à faire la vaisselle » ou « tu dois apprendre à cuisiner », tandis qu'aux garçons, nous expliquons que papa va t'apprendre à bricoler ou que les garçons ne font pas le ménage. Elle se retrouve également dans nos attentes professionnelles lorsque nous disons à une fille « tu seras docteur pour soigner » en sous-entendant pédiatre plutôt que chirurgien, ou quand nous encourageons systématiquement les garçons vers l'ingénierie ou bien l'informatique. Cette transition se fait aussi à travers les modèles relationnels que nous présentons quand nous disons « demande la permission à papa, papa décide » ou « maman s'occupe de tout à la maison ». Selon les recherches sur l'attachement, cette inégalité crée de la confusion chez l'enfant concernant les rôles et les rapports de force, alors que les spécialistes insistent sur l'importance des réponses cohérentes de la part des parents.